Rebonjour à toutes et à tous. Alors on reprend cette séance de l'après-midi sur le sport, retour à la paix et diplomatie, les leçons de l'histoire, avec maintenant Jean-Paul Calède, sociologue chargé de recherche au CNRS, Maison Sciences de l'Homme d'Aquitaine, qui va nous parler des mouvements des idées et mouvements sportifs, le sport contre la guerre selon Théodore Ruyssain. Voilà, merci beaucoup. Disons, membre des clubs universitaires depuis 1966. Voilà. Bien, bon, écoutez, je vais essayer de vous proposer un petit canevas que j'avais intitulé « Mouvement des idées au pluriel et mouvement sportif au singulier, le sport contre la guerre, selon Théodore Ruyssain ». Théodore Ruyssain, bon, c'est quelqu'un qui fait partie de l'élite universitaire française, mais évidemment une élite ancienne. Et il est né en 1868 et il est décédé quasiment centenaire à Grenoble en 1967. Alors lui, c'est un auteur que j'avais repéré quand on m'avait demandé de faire... avec une expression un peu pompeuse, l'état de l'art, c'est-à-dire essayer de voir à quand remontaient les premiers travaux que l'on peut considérer comme étant déjà de la sociologie de l'éducation physique et de la sociologie du sport, de la sociologie des jeux, avant l'élan décisif qui est celui du début des années 1960, pour les étudiants qui connaissent, un premier ouvrage qui s'intitule « Sociologie du sport » par Georges Magnan en 1964. Mais en fait, on s'aperçoit qu'auparavant, pendant de longues décennies, on a des auteurs que l'on n'attendrait pas, qui sont pour la plupart des cas oubliés et qui méritent en fait d'être tirés de l'oubli. Alors Théodore Ruyssain, disons que les philosophes le connaissent aujourd'hui encore parce qu'il est l'auteur d'un ouvrage important sur Kant, qui est paru initialement en 1900 et qui a été publié à plusieurs reprises. Il s'est intéressé aussi à l'engagement de Kant sur ce que cet auteur donc appelait un projet de paix perpétuelle. Donc d'une certaine façon, c'est essayer de penser la paix au lieu de penser la guerre. Et il a publié aussi, un peu plus tard, en 1911, un autre ouvrage important sur Schopenhauer, autre philosophe allemand. Chez Ruyssain, on peut considérer que mouvement des idées et mouvements sportifs sont considérés comme susceptibles de prévenir les principaux conflits armés. Alors il faut se replacer évidemment dans l'époque de l'auteur, et autre perspective, de restaurer la paix lorsque la guerre est advenue. Et à ce titre-là, il a publié deux ouvrages importants. Je voudrais tout de même donner une idée plus précise de ce qu'a été cet artisan de la paix entre les nations, comme il est quelquefois qualifié. Il y a plusieurs, non pas plusieurs vies chez cet auteur, mais en fait il y a plusieurs niveaux d'engagement importants. Son œuvre est foisonnante, mais elle me semble tout à fait cohérente. Il y a un premier ensemble qui correspond à des écrits de dirigeants militants pacifistes. Il a, par exemple, publié dans le bulletin de l'association de la paix par le droit. Alors c'est tout de même quelqu'un qui considère que la paix, il faut chercher son fondement, sa légitimation par le droit. Mais c'est une conception qui ne se limite pas au droit tel que les juristes l'entendent. Il a publié dans la revue politique et parlementaire sur cette question, dans la revue Conciliation internationale 1913, je crois que cette revue n'a pas pu perdurer au-delà de la guerre de 1914-1918, dans le bulletin officiel de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, et plus encore dans l'Union internationale des associations pour la Société des Nations. La Société des Nations qui s'était mise en place au tout début de l'entre-deux-guerres pour justement éviter que ne se reproduise un autre conflit mondial.
Alors, je n'insisterai pas sur ces aspects parce que nous avons un collègue membre des clubs universitaires, un rugbyman du BEC, qui a une formation initiale en philosophie et une thèse en lettres, et qui s'intéresse en fait à ces aspects de l'œuvre de Ruissant. Mais m'a-t-il dit, on est assez souvent en contact téléphonique, dans cette période ancienne de l'activité de l'auteur, il n'a rien trouvé qui se rapporte, disons, directement au sport. J'ai regardé tout de même ce que l'on peut trouver dans cette revue, La paix par le droit. Alors évidemment, comme le disent certains auteurs, le programme de La paix par le droit, c'est entre réalité, mythe et utopie. Alors il n'en reste pas moins vrai que j'ai relevé quelques articles importants pour la paix par l'école, grand P et E majuscule, l'échange international des jeunes travailleurs, nos colonies internationales de vacances scolaires, les beaux-arts dans la vie internationale, et une autre occurrence pour l'exposition internationale. Alors, comme c'est une publication de 1931, ça va être ce qu'on a appelé en 1931 l'exposition coloniale. Alors, peut-être que sur la question de la colonisation et des rapports entre peuple colonisateur et peuple colonisé, peut-être que ce n'est pas le meilleur Ruissant que l'on trouverait. Mais enfin, il n'en reste pas moins vrai que, vous voyez, on a là ce que j'appelle, moi, des matrices de la société civile internationale. À côté de cet ensemble qui est celui qui permet de caractériser le dirigeant militant pacifiste, il y a l'universitaire, mais je n'y reviens pas parce que ce sont en fait des travaux universitaires dans lesquels on peut ranger donc sa biographie sur Kant ou sur Schopenhauer et d'autres travaux importants. Et moi, c'est en fait l'auteur de deux ouvrages qui me paraissent indispensables pour le thème de notre colloque, de notre université sportive d'été. C'est un ouvrage qui est publié en 1920, qui s'intitule « De la guerre au droit, études de philosophie sociale », parce qu'il formule des considérations assez intéressantes pour notre sujet. L'autre ouvrage majeur de Ruissant qui nous intéresse ici, c'est un ouvrage publié en 1950 qui s'intitule « La société internationale », publié, comme le précédent, dans une collection canonique des presses universitaires de France, c'est-à-dire la Bibliothèque de philosophie contemporaine. Et ce qu'il faut peut-être souligner, c'est que dans ces deux ouvrages, on a affaire à un auteur, alors bien sûr, qui se réclame, disons, de la dimension du droit, mais en même temps, il peut être lu comme un contributeur important aux relations internationales. Lui, c'est d'ailleurs un auteur qui met toujours l'accent sur la nécessité de l'échange social. La nécessité de l'échange social international au lendemain d'une guerre, y compris avec ceux qui ont pu être des agresseurs par rapport aux agressés. Et je crois que c'est peut-être cet aspect original qui fait qu'il est un peu comme un point aveugle dans le domaine des connaissances constituées. Vous voyez, c'est un philosophe, mais enfin qui a versé vers les relations internationales et le pacifisme comme outil au niveau des relations internationales. Ce n'est pas exactement un sociologue non plus, même si quelquefois il dit qu'il va tenter telle ou telle, disons, avancée avec le vocabulaire de la sociologie. Donc, quelle est son originalité, me semble-t-il? C'est qu'il a un avis intéressant, alors qu'aujourd'hui, les relations internationales, c'est plutôt disons, l'affaire des juristes, des politologues et des historiens. Donc, ces deux ouvrages, en fait, 1920 et 1950, vont commander une partie de mon temps de parole. Mais entre-temps, je voudrais évoquer un ouvrage qui est en fait des actes d'un congrès qui s'est tenu à Genève en 1930
et qui s'intitule « Sociologie de la guerre et de la paix », parce que là aussi, on a affaire à une sociologie qui n'est pas connue. Pour ceux qui connaissent un petit peu la sociologie en France, on considère qu'on a un père fondateur dans la personne d'Émile Durkheim, mais à côté de ce que Durkheim a essayé d'imposer comme une école française de sociologie, avec comme cheval de Troie une revue périodique importante qui s'appelle l'Année sociologique, il faut se souvenir qu'à côté de ça, il y a eu d'autres écoles de sociologie. Et pour le sujet qui nous intéresse, ces autres écoles ont dit des choses plus importantes que les Durkheimiens sur les jeux, peut-être pas tout à fait si on considère Marcel Mauss, mais le sport et l'éducation physique, incontestablement. Donc c'est un petit peu ce courant d'une pensée oubliée sur lequel je souhaite insister. Premier volet de l'exposé, donc Théodore Ruissant, De la guerre au droit, 1920, un ouvrage de 304 pages, composé de 6 chapitres. Alors, dans un premier temps, il analyse les guerres d'hier et d'aujourd'hui, les causes de la guerre, l'articulation entre la force, la guerre et le droit, le problème aussi qui est celui de la question de la fatalité de la guerre, donc nous sommes 2 ans après l'armistice, et dans le dernier chapitre, c'est celui qui va nous intéresser directement, il examine ce qu'il appelle l'avenir du pacifisme. Et cet avenir du pacifisme, il l'aborde en 2 temps. Dans un premier temps, il dit, en fait, c'est compréhensible que des pays qui ont été agressés, des pays qui ont été meurtris par l'ennemi, ils n'ont pas intérêt, au titre de l'échange international, à se précipiter pour essayer de réconcilier les points de vue. Voyez. Et il dit, finalement, cette tâche va être d'autant plus difficile que le drame aura été important. Pour autant, il essaie de voir, dans ce qu'il appelle l'international avec un grand I du droit, diverses composantes qui, d'une certaine façon, existent à côté et peut-être même de façon plus efficace que ne le sont les États dans leurs relations internationales ou dans leurs relations bilatérales. Et il considère qu'il y a plusieurs composantes dans ces... disons, dans les représentants de l'international du droit. Il y a la religion, qui lui semble quelque chose d'important. Il y a aussi le monde ouvrier, le monde du travail, qui est à prendre en considération. Il convoque également ce qu'il appelle les représentants, disons, les espèces de la science et de l'art. Donc là, on a en fait, très concrètement, des associations internationales qui militent en faveur des relations au niveau des arts, des relations au niveau de la science. Alors la science, concrètement, c'est principalement les académies. Mais en même temps, il nous dit, sans doute, il conviendra de distinguer diverses espèces, parmi ces représentants de l'international du droit. Les relations artistiques ou sportives, par exemple, peuvent attendre de longues années avant que le temps ait fait son œuvre d'apaisement. Mais peut-on penser que pour la science internationale par essence, patati patata, on puisse attendre aussi longtemps? Donc, si vous voulez, s'il fallait trouver une illustration par rapport à cette position en second rideau du sport, ça serait à rechercher, par exemple, autour des Jeux interalliés, pour ceux qui connaissent. Juin-juillet 1919, à Paris, au stade Pershing, c'est la possibilité pour le sport de manifester la cohésion de toutes les composantes des Alliés contre l'Allemand. Et je crois que c'est quelque chose qui est à prendre en considération. Il accorde aussi beaucoup d'importance aux représentants de l'internationale ouvrière qui s'est rencontrée à Berne en janvier 1919. Alors tout à l'heure, Jean-Pierre nous a parlé en fait de ces dates anciennes, et je crois que c'est à prendre en considération. Il a évoqué première et deuxième internationale.
Je crois que si on avait à raccrocher avec la question du sport en France, par exemple, il faut savoir qu'en 1920, donc on est 3 ans après l'avènement de la Révolution russe, au congrès de Tours, vous avez une sorte de tension entre ce qu'on pourrait appeler les réformistes, la social-démocratie, vous voyez, qui, eux, regardent du côté de Berne, et puis les révolutionnaires, alors d'inspiration communiste, qui, eux, regardent ou regarderont du côté de Moscou. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas pu entendre notre collègue historien sur ces questions, parce que le mouvement sportif ouvrier international, c'est quelque chose qui mérite d'être un coup de projecteur, disons, dès les années 1920 et 1930. Et pour ceux qui connaissent un peu ces questions du sport ouvrier et travailliste en France, il faut savoir qu'à l'issue de ce congrès de Tours en 1920, chacun reprendra ses billes, si je puis dire. D'un côté, les réformistes, de l'autre côté, ce qu'on appelle aujourd'hui les socialistes, vous voyez, la social-démocratie, et de l'autre côté, les communistes. Et ça n'est qu'en 1934 qu'il y aura une réunification au titre de la Fédération sportive et gymnique du travail, oui, qui aura le vent en poupe pendant les 2 ans du Front populaire. Donc là, on a en fait dans cet ouvrage l'idée que c'est plutôt des intuitions, moi je dirais, dans cet ouvrage, à savoir que le pacifisme a de l'avenir et ce pacifisme, en fait, qui pourrait apparaître, sinon le plus insolent des jeux d'esprit, note-t-il, au lendemain de la guerre, cette guerre qui a été la plus meurtrière des temps modernes, il n'en reste pas moins vrai que l'on peut considérer que lorsque, je le cite, le temps aura fait son œuvre d'apaisement, les relations artistiques et sportives, par exemple, pourront progressivement s'imposer. Donc retenons ces intuitions-là, qui tiennent évidemment en quelques lignes. Deuxième moment de cet exposé, Sociologie de la guerre et de la paix, publié en 1932, dans le cadre des travaux de l'Institut international de sociologie. Cet Institut international de sociologie, c'est l'autre grande école transnationale de sociologie qui finalement échappe à Durkheim et aux Durkheimiens. Mais en même temps, vous avez des sociologues de langue française qui sont très très importants. J'ai retenu 2 échantillons de cet ouvrage, que je ferai figurer, si vous le souhaitez, dans la communication finalisée. Guillaume Duprat, qui est quelqu'un qui a été formé à l'université de Bordeaux, à la faculté des lettres de Bordeaux. À l'époque, c'est difficile de dire si on est formé en philosophie stricto sensu ou s'il n'y a pas une ouverture vers les sciences sociales. En fait, toujours est-il que lui, il réussit en fait dans les deux perspectives. Et il a dans cet ouvrage, donc, il a le propos introductif où il nous dit que finalement, ce qui peut être gage de paix internationale, c'est à rechercher plutôt du côté des sports que des jeux dits traditionnels. Parce que les jeux traditionnels, c'est le primat du local, voire le primat du régional, mais sûrement pas du national et de l'international. Je cite, « Chaque pays a non seulement ses modes particuliers de formation intellectuelle, affective, morale, mais encore ses façons particulières de concevoir les délassements, les loisirs, les vacances, les fêtes et d'autres distractions collectives comme les jeux et les sports. » Mais un peu plus loin, il nous dit « Mais tandis que les modes de réjouissance locale et régionale portent la marque d'un esprit particulariste, la vie mondaine d'un côté, alors il faudrait voir ce qu'il entend par vie mondaine, et de l'autre, la vie sportive, tendent de plus en plus à prendre un caractère international. Ainsi, différentes nations peuvent être rapprochées par la constitution d'organes de l'activité sportive. » Et ce fameux Guillaume Léonce Duprat est quelqu'un qui a produit en fait un nombre conséquent de travaux qui relèvent de la sociologie. Pour ceux qui connaissent, je m'adresse là aussi encore aux étudiants des STAPS, dans les fonds anciens,
il y a un ouvrage que l'on considère comme canonique, c'est un grand format Larousse de 1901 qui s'intitule « L'éducation physique », sous la direction donc du docteur Philippe Tissier. Eh bien, dans cet ouvrage, vous avez un chapitre que presque personne n'a relevé jusqu'à maintenant, qui s'appelle « Sociologie des jeux, des sports et de l'éducation physique », et qui est de ce fameux Guillaume Duprat, et avec une vue quand même très très intéressante. Et par la suite, il a approfondi en fait cette question. Alors évidemment, dans le cadre d'un colloque sur sociologie de la guerre et de la paix, moi j'ai l'impression qu'il s'est retenu pour ne pas donner, d'une certaine façon, l'impression de s'intéresser à des sujets secondaires, dirait Ruissant, et peut-être avec un côté trivial, dirait ceux qui ironisent sur le sport. Mais je crois que c'est tout de même un ouvrage important. À l'intérieur de ce même livre, il y a un sociologue nord-américain qui propose une approche très intéressante sur les façons en fait d'arriver à désamorcer les conflits de la guerre. Et il donne en fait 2 ou 3 auteurs que je me suis efforcé de rechercher. Alors j'ai trouvé des titres où finalement on s'aperçoit que ce sont des spécialistes des relations internationales, mais en même temps qui connaissent les sports et qui connaissent aussi les relations internationales dans le domaine artistique. Oui. Mais bon, je n'ai pas pu accéder aux ouvrages qui, quand on les localise, sont sous péage. Ce que tous ces auteurs nord-américains considèrent, c'est que la matrice qui les intéresse est à rechercher du côté d'un philosophe et psychologue qui s'appelle William James. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, ça nous ramène quand même là aussi à une époque ancienne. Il est né en 1842 et non, il est décédé, pardon, il est né en 1842, oui, il est décédé en 1910 et en 1942, pour le centenaire de sa naissance, on a essayé de reprendre, en fait, de revisiter d'une façon théorique ces thèses qui sont pour l'essentiel pacifiste et anti-impérialiste. Alors c'est juste avant Pearl Harbor. Alors après, disons, ça a un peu tourné. Lui, il considère qu'un effort de paix peut assurer une dynamique économique supérieure à celui de l'effort de guerre. Il peut être aussi capable, cet effort de paix, de désamorcer ou de détruire des conflits en cours. Et c'est ce qu'il appelle l'équivalent moral de la guerre, the moral equivalent of war. Donc, initialement, c'est une causerie qu'il a tenue devant ses étudiants en 1906, et ça a donné un petit opuscule en 1910. Et cette question de la guerre l'a beaucoup interrogé. Il pense que la nature humaine recèle un fond qui la pousse à l'affrontement agonistique, vous voyez, quelque chose qui est presque de l'ordre du biologique. Il convient cependant d'éviter les guerres, et ces vertus martiales, ces vertus donc de combat, doivent être canalisées autrement au niveau du patriotisme, de la loyauté, de la solidarité sociale et de la vigueur nationale qui s'exprime dans des compétitions athlétiques. Alors ça paraît un petit peu naïf aujourd'hui, mais vous savez, quand on examine quelquefois ce que certains commentateurs de l'olympisme moderne proposent, ce n'est pas forcément plus avancé, si je puis dire. Donc il faut connaître, à mon avis, pour notre sujet, celui que je traite, entre autres, ces actes quand même de l'Institut international de sociologie, un colloque qui s'est tenu, j'ai oublié de le dire, à Genève. C'est important parce que finalement on s'aperçoit que Genève, c'est un point important, bien sûr, d'où s'exprime le pacifisme international, alors à la fois
dans des travaux qu'on peut qualifier de scientifiques, mais aussi dans des prises de parole importantes. Ce que je peux ajouter aussi sur William James, c'est qu'en principe, il est connu aujourd'hui des sociologues parce qu'on considère que c'est le père fondateur du pragmatisme. Vous voyez, le pragmatisme, c'est une philosophie ou une sociologie qui veut couper court avec ce qu'on pourrait appeler la dimension spéculative, vous voyez, connaissance qui se prive de l'action, et puis avec un sentiment, évidemment, d'efficacité et un rapport au réel que n'ont peut-être pas certaines sociologies ou philosophies plus spéculatives. J'aborde maintenant le troisième volet, c'est-à-dire le deuxième ouvrage de Ruissant, La Société internationale, où là nous avons quelques pages qui concernent en fait la question du sport et de l'olympisme. L'auteur nous rappelle que certaines pages sont tirées de leçons qu'il a données en juillet 1939 à l'Académie du droit international de La Haye. Et on retrouve en fait les points d'appui géographiques ou géopolitiques du pacifisme, hein, y compris du pacifisme politique. Dans le premier chapitre de cet ouvrage, au titre de ce qu'il appelle les notions préliminaires, il rappelle mais ceux qui étaient déjà en filigrane dans l'ouvrage de 1920, c'est-à-dire les facteurs fondamentaux de la société internationale, privilégier l'échange plutôt que la rupture et le boycott. Les relations les plus variées caractérisent cette humanité: langage, religion, techniques diverses, sociabilité. Et dans ce qu'il appelle la sociabilité, évidemment, il va inscrire les activités artistiques et culturelles. Il nous dit en 1950 qu'on assiste à un bouleversement de ces relations quant à leur intensité, leur amplitude et la rapidité des échanges qui concourent tout de même à une vie commune. Et le fil conducteur de l'ouvrage, c'est à partir de la question suivante: cette vie commune n'est-elle qu'une juxtaposition confuse d'éléments hétéroclites? Donc est-ce que le sport, c'est un isolat, vous voyez, dont on ne peut pas faire grand-chose au-delà de qui s'y intéresse? Même chose pour les arts. Présente-t-elle, cette vie commune, au contraire les caractères authentiques d'une réalité sociale? Et c'est à cette question, nous dit-il, que le présent ouvrage s'efforcera de répondre. Alors il passe en revue ce qu'il appelle les 5 causes principales qui caractérisent les individus et qui fait que les individus se déplacent et se déplacent de plus en plus rapidement. Des causes économiques, le sentiment religieux, l'attrait de certaines manifestations publiques, dont les sports et les Jeux olympiques, la curiosité scientifique, le besoin de changement. Et dans le besoin de changement, il intègre ce qu'il appelle les voyages, le tourisme. On est en 1950, donc c'est assez logique de ne pas oublier ces aspects. Et nous dit-il, le rôle international des groupes non politiques est décisif. Non politique, c'est un peu aujourd'hui ce qu'on appellerait finalement les forces vives de la société civile. Et dans le chapitre 6, même construction finalement que pour le livre de 1920, mais de façon beaucoup plus détaillée, il nous dit qu'on peut considérer qu'il y a 18 ou 19 priorités. Donc c'est ce qu'il nous dit, après avoir évidemment précisé ce qu'avait pu être l'intérêt et les limites de la Société des Nations par rapport à ce qu'il appelle la coopération intellectuelle. Alors dans la coopération intellectuelle, il faudrait, disons, avoir une approche plus détaillée pour voir si les questions d'éducation physique et sportive rentrent dans cette coopération intellectuelle. Alors, ce n'est pas impossible, mais là, ça nécessiterait en fait un travail. La Société des Nations, nous le verrons, avait pour objet principal le maintien de la paix entre les nations et la réduction des armements. Les tâches humanitaires qu'elle devait bientôt
entreprendre n'apparaissent à l'origine que comme des fonctions accessoires. C'est là qu'on retrouve le sport. Fonctions accessoires de la coopération intellectuelle, le pacte ne disait pas un mot. Mais tout de même, c'est là, et peut-être aurait-il pu être plus explicite, c'est là qu'on retrouverait, me semble-t-il, les dates jalons qu'a proposé tout à l'heure Jean-Pierre Lefebvre. Vous voyez, 1923, l'ouverture en fait pour le Paris Université Club de nouvelles installations sportives qui permettent en fait d'organiser des compétitions, des rendez-vous internationaux. Donc le stade à l'époque se trouve à la place, à la Porte Dorée. Aujourd'hui, vous avez donc le musée de l'immigration dans le secteur. Il a cité aussi 1928 l'UNEF avec l'effort de rapprochement de l'UNEF avec la Confédération internationale des étudiants pour organiser des Jeux universitaires internationaux. 1937, il en a parlé. C'est vrai qu'il y a un autre rendez-vous universitaire important dans le cadre plus large de ce qu'est l'exposition internationale des techniques, inaugurée entre autres par Léo Lagrange, puisqu'on est en 1937. Donc ces éléments-là ont eu le mérite d'exister et peut-être même pourrait-on ajouter que le sport universitaire français, à l'époque, serait, disons, une de ces espèces, pour reprendre son vocabulaire, à prendre en considération comme outil de pacification des relations internationales. Parmi les 19 points qu'il évoque, il détaille très précisément les sports et les Jeux olympiques. Si la valeur morale d'un mouvement international pouvait se mesurer au nombre des pays qui y participent, la palme reviendrait sans doute au sport. En effet, la 14e Olympiade qui s'est tenue à Wembley, donc il publie en 1950, là, allusion est faite aux Jeux de Londres de 1948. À Wembley, aux environs de Londres, août 1948, groupa des athlètes de 62 nations et attira 300 milliers de spectateurs accourus des 5 parties du monde. Et il nous dit, il poursuit, assurément, le fondateur des Jeux olympiques modernes, le Français Pierre de Coubertin, était animé d'une préoccupation hautement morale. Donc c'est ce texte qui est long, trop long pour être évoqué, sera mis à la disposition des participants. Cette extraordinaire faveur accordée par les hommes du XXe siècle aux manifestations sportives et à l'olympisme est tout autre chose qu'un engouement passager issu des pays anglo-saxons. Un peu plus loin, il nous dit « Les journaux les plus sérieux sont tenus, sous peine de perdre une partie de leur clientèle, de sacrifier à cette divinité d'un Olympe singulièrement modernisé. » Là aussi, sa façon de raisonner, c'est que les relations internationales, elles peuvent s'appuyer donc sur ces outils de pacification que sont les forces vives de la société internationale civile, mais en même temps, vous voyez, la presse, bon évidemment pas une presse de caniveau, mais une presse qui est capable de restituer ce qu'est la réalité et la fonction, on pourrait dire, sociale des arts ou du sport. Cette presse-là, en fait, elle renforce d'une certaine façon cette idée d'une société internationale qui, pour peu qu'elle soit éthique, au sens fort du terme, pourrait être considérée comme opératoire. Ceci dit, il n'est pas entièrement ignorant de ce que peut être le sport. Il parle uniquement du sport. Tout est donc loin d'être pur dans ce bouillonnement actuel des passions sportives. C'est, à tout prendre, un chapitre assez déplaisant de la foire aux vanités. Donc, lui aussi revient sur les idées forces de William James, qui écrivait ou qui recherchait, disons, des équivalents moraux de la guerre. Mais vous voyez, quand on parle des équivalents moraux de la guerre, il y a des guerres qui sont illégitimes,
c'est les guerres d'anéantissement, comme l'avait voulu la Prusse à l'endroit de la France en 1870, comme l'Allemagne le refera en 1939-40. Donc les guerres légitimes, c'est les guerres où finalement il s'agit de se défendre contre l'oppresseur. Mais en même temps, nous dit-il, si jamais les jeunesses du monde se connaissaient mieux au niveau des activités sportives, des compétitions internationales, dont on retrouverait cette idée chez les sportifs universitaires, chez les sportifs du monde ouvrier, chez les sportifs, j'ai laissé de côté la religion, mais si jamais vous connaissez un petit peu votre histoire récente du fait sportif en France, vous savez qu'il y a une fédération des patronages catholiques qui est devenue la FSCS, Fédération sportive et culturelle de France, et qui est elle-même affiliée à un mouvement international catholique. Et on pourrait même ajouter que ça ne se limite pas au catholicisme. Donc ce que je vous propose maintenant en guise de conclusion, c'est de considérer avec Ruissant que ces élites spirituelles, lui il leur trouve un adjectif évidemment important, l'avenir de la communauté humaine dépend peut-être du développement que pourront prendre les groupements internationaux d'ordre religieux, intellectuel, artistique, sportif, à côté ou plutôt à travers des groupements politico-économiques dont la fonction demeure primordiale. Donc, vous voyez, même dans cette architecture-là, on est peut-être très loin du politico-politique. Donc c'est quand même quelqu'un qui mérite d'être lu, y compris pour les pages qu'il consacre au sport et à l'olympisme. Il ne s'agit pas de faire dire à Théodore Ruissant plus qu'il n'a pu accorder au sport ou à l'olympisme, de Coubertin, et en le replaçant dans le cadre d'une société internationale en devenir. Cependant, pour revenir au titre de notre communication, l'approche de Ruissant reste d'actualité, même si les guerres d'aujourd'hui ne sont pas de même nature que celles d'hier. Et je terminerai sur le propos d'un maître de conférence en histoire contemporaine, des relations internationales, parce que, évidemment, les historiens se taillent, me semble-t-il, avec les politologues et les juristes, la part du lion dans ces questions-là. À l'opposé des bonnes intentions naïves, voire de l'aveuglement coupable, généralement associé à leur combat, c'est quelquefois ce que l'on peut dire entre nous, entre guillemets, peut-être hors micro, quand on trouve que certains dirigeants de l'olympisme sont un peu cucul à praline, quand ils s'imaginent qu'on peut pacifier les relations internationales immédiatement comme par enchantement. Aveuglement coupable, généralement associé à leur combat, cette thèse entend montrer l'inventivité des dispositifs et des procédures préconisées par ces hommes dont l'objectif consiste à soumettre les rapports internationaux à un ensemble de règles, juridiques ou autres, propres à limiter, sinon à abolir, le recours à la violence dans les États souverains. Et je crois que le sport et l'olympisme peuvent être aujourd'hui considérés comme des ambassadeurs, mais Ruissant nous avait montré la voie, disons. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Paul Khaled. Est-ce que nous avons un petit moment? Voilà, on va faire une ou deux questions. Voilà, allez-y, vous pouvez ouvrir le micro s'il vous plaît. Oui, je voudrais faire plutôt une remarque un peu critique, un peu ironique. On a l'impression, Jean-Paul, après votre exposé, qu'il ne s'est pas passé grand-chose entre 1939 et 1945. Bon, il y a eu quand même un conflit mondial. Et si vous voulez, toute cette élite spirituelle dont vous avez longuement parlé, et les efforts qui ont été développés, parce qu'il n'y a pas que, il y avait aussi tout ce courant pacifiste extrêmement important après la terrible épreuve de la Première Guerre mondiale. Oui. Tout ceci a quand même débouché sur un échec diplomatique retentissant, puisque il y a eu le nazisme qui a commencé à progresser en Allemagne avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir dès 1933 et les conséquences qu'on connaît. Donc
je crois qu'il faut le dire et le voir. Donc, parce qu'il y a eu, vous l'avez dit, les sportifs qui ont tenté, ou les penseurs qui ont tenté d'organiser la société autrement. Il y a eu bien d'autres efforts de rapprochement. Notamment, il y avait des comités franco-allemands, d'amitié, etc., et des voyages d'anciens combattants. Et tout ceci, tout cet énorme effort pour faire en sorte que la guerre ne revienne pas, a été condamné à l'échec. Alors, il faut ensuite essayer de réfléchir pourquoi tout ceci n'a pas abouti. Donc, vous avez parlé de la Société des Nations aussi. Donc, dès 1933, si je m'abuse, l'Allemagne en est sortie. Et puis tout de suite après, il y a eu tout de suite après la Première Guerre mondiale d'ailleurs, il y a eu cette très profonde humiliation des Allemands par rapport à ce qu'ils ont appelé le diktat de Versailles, le coup de poignard dans le dos, etc. Et donc une terrible humiliation devant laquelle rien n'a résisté et que le génie maléfique d'Hitler a réussi à faire prospérer. Voilà, c'est quand même ça. Donc ça montre aussi toutes les limites des efforts diplomatiques sur ce terrain des idées, de la bonne entente, de la bonne volonté, etc. Voilà. Et puis aussi, il fallait peut-être dire aussi un mot sur les Jeux Olympiques de 1936, donc qui ont été organisés par l'Allemagne, avec le soutien quand même du Comité olympique international et la communauté internationale d'ailleurs tout entière, qui a fait preuve de beaucoup d'aveuglement par rapport aux réalités locales. Et ça a été un magnifique coup de bluff. Et là, le sport n'a rassemblé personne en réalité, hein, bien au contraire. Hein. Et très très vite, ensuite, on est parti sur la guerre. Voilà, moi je crois que ce qu'il faut aller aussi peut-être, ce que j'aurais aimé dire, c'est que à travers au-delà de ces penseurs, il y a très vite des réalités sur lesquelles on peut buter dans certaines circonstances. Hein, ça a été le cas à cette période terrible. Voilà. Alors ensuite, après-guerre, bien sûr que le paysage est tout à fait différent, mais je dirais que l'exemple de ce qui a pu être vécu dans l'entre-deux-guerres, avec cette relative impuissance, malgré toutes les bonnes volontés, doit nous inciter pour la période d'aujourd'hui à un optimisme, que je dirais très mesuré. C'est-à-dire que, voilà, bon, le pouvoir des idées, oui, jusqu'à un certain point. Et l'exemple, encore une fois, de l'entre-deux-guerres nous a montré que les idées n'ont pas pu faire grand-chose, les idées généreuses n'ont pas pu faire grand-chose contre la volonté déterminée de quelques dictateurs qui n'en voulaient pas. Je suis d'accord, mais Ruissant, à mon avis, et d'autres collègues pacifistes ne l'ignoreraient pas. Mais par exemple, pour ce que vous appelez l'humiliation de l'Allemagne au traité de Versailles et l'occupation de la Ruhr et tout ce qui suit, Ruissant, avec d'autres, considère que finalement, ce sont des mauvaises sanctions qui ont touché le... Oui, non, mais ils ne s'en sortent pas par une pirouette, mais... Wilson avait dit un peu la même chose, hein, l'Américain. Ah, il a dit la même chose, oui. Il avait dit, de toute façon, là, on est en train peut-être de préparer une nouvelle guerre. Concernant l'après-1950, hein, c'est vrai que j'ai lu, parce qu'il a continué, disons, puisqu'il est décédé âgé, il a considéré que on ne pouvait plus faire grand-chose à partir du moment où les deux blocs tels qu'on les a connus se mettaient en place. Donc là, il est discret, il ne reviendra pas même sur les questions sportives. En 1948, on peut considérer aussi qu'il a démissionné de tous ses mandats, qui étaient en fait des mandats de secrétaire de diverses associations pacifistes qui étaient pour l'essentiel localisées à Genève. Donc moi, je ne cherche pas ni à idéaliser Ruissant, mais ce qui est quand même assez frappant, c'est que aujourd'hui, ce qui est quelquefois servi comme des stéréotypes, des lieux communs, voire des poncifs de l'olympisme, se retrouve, disons, sous une forme première chez des grands auteurs, quoi, puisque finalement, ces grands auteurs ne sont pas très nombreux, au moins sur la scène française. Donc moi, c'est simplement que sortir un peu
l'oubli, pour ceux qui n'en avaient jamais entendu parler, de ce courant pacifiste, mais qui, évidemment, a montré ses limites. Mais je crois que son idée, c'est qu'il ne faut pas trop accorder aux politiques, surtout lorsque le politique est servi par une certaine conception économique qui est, grosso modo, l'économie de la guerre. Mais on l'a vu ultérieurement, par exemple avec l'invasion des Américains en Irak, et ainsi de suite, où finalement on s'est battu contre les moulins à vent. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que peut-être oui, on a le temps pour une autre peut-être. Oui, ce que je peux dire, non, c'est on va passer. Simplement, excuse-moi de te couper, il y a 2 ouvrages importants qu'il cite au titre du sport et, disons, de l'olympisme. Ces 2 ouvrages de Cook, dont un paru en 1910, qui est une courte histoire de l'olympisme depuis 1896, alors en anglais, jusqu'au jour présent. Alors, évidemment, c'est des ouvrages qui sont introuvables. J'aurais bien aimé savoir si ce sont en fait des historiographies un peu simplistes du mouvement olympique ou si c'est quelque chose d'un peu plus important. Et un deuxième ouvrage qui est celui de Cook. Cook, c'est celui qui a assuré l'édition du rapport olympique pour les premiers Jeux de Londres. Et puis un certain Webster qui, lui, a étudié, alors toujours pareil en anglais, l'évolution des Jeux olympiques de 1829 à 1914. Alors j'ai vu que le CIO en a un exemplaire, donc j'essaierai de voir si on peut le lire sans trop y laisser de deniers. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Paul Calède. Merci beaucoup à vous tous. On va passer à la dernière intervention, s'il vous plaît.